Morgan et son petit ami n'étaient pas étrangers aux profondeurs sombres et silencieuses des forêts des Appalaches. Avec le temps, ils avaient capté leur lot de moments troublants, des cris lointains, des échos étranges glissant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Cela les a touchés plus profondément. Alors qu'ils filmaient ce qui devait être une simple vidéo de routine, un sifflement soudain a retenti derrière eux. Fort, aigu, incontestable. Et ce qu'il avait produit ne semblait pas humain. Ils se sont figés, les yeux rivés sur la forêt dense et emmêlée derrière eux. Mais dans les Appalaches, il y a un dicton. Si tu entends ce genre de choses, dans ce genre de situation, ne lui réponds jamais. We're gonna have to redo scene 7. It might be okay. Yeah, I I think don't so. think we planned on redoing scene 7, did we? No, I think it's fine. I think it's that was the last one, right? Yeah, it's a little cold. We should. Okay, let's back up. I'm gonna keep recording with this just for some extra behind the scenes, and that's cool. Alors, ils ont fait ce que leur dictait le folklore. Et leur instinct, ils ont fait semblant de ne rien entendre. Se forçant à continuer de filmer, ils ont avancé comme si de rien n'était. Le petit ami de Morgan a lentement dirigé la caméra vers la forêt sombre, espérant capter un mouvement. Au début, il n'y avait rien. Mais plus tard, en revoyant les images, ils ont remarqué quelque chose de glaçant, plusieurs paires d'yeux brillants, profondément enfouis dans les bois, immobiles, silencieuses, en train de les observer. C'en était trop. Ils ont tout rangé en vitesse. La caméra toujours en marche, sans oser arrêter l'enregistrement. Et puis, c'est arrivé de nouveau, le sifflement. Mais cette fois, il était plus fort et plus proche. For some extra behind the scenes, and that's cool. I'll try and get this in the fastest that I can. Yeah, it's really chilly. I think we should. Try and hurry, Yeah, I yeah. think we should. Will that get in there? Alright, what's your legs? What's your arm? Okay. Yep. Cette fois, ils n'ont pas attendu pour savoir ce que c'était. Sans dire un mot, ils ont rassemblé le reste de leur équipement et ont déguerpi. Vite. Chaque geste était prudent, calculé, comme s'ils faisaient tout pour ne pas provoquer quelque chose d'invisible. Ils ont fait comme si de rien n'était. Mais au fond d'eux, ils savaient. Cette nuit-là a changé à jamais leur regard sur la nature sauvage des Appalaches. Parce que là-bas, ce ne sont pas toujours les animaux qu'il faut craindre. En janvier 2022, une chaîne YouTube mystérieuse, habituellement non associée à du contenu étrange ou perturbant, a publié de façon inattendue une courte vidéo durant à peine 3 minutes. I hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Fuck. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Fuck that. Everybody, get in my truck. I hear that? Dès les premières secondes, la vidéo dégageait une atmosphère profondément inquiétante. Elle s'ouvrait sur des bruits étranges et glaçants, qui semblaient clairement troubler les deux amis présents dans les images. La scène se déroulait près d'un camion où ils avaient prévu de camper pour la nuit. Sans avertissement, des cris déchirants ont brisé le silence. Les deux amis se sont figés, visiblement bouleversés, ne sachant pas d'où provenaient ces sons.
Alors qu'ils s'éloignaient prudemment du camion, les bruits ont empiré, devenant plus forts, plus chaotiques, comme si la chose qui les produisait était en train de perdre le contrôle. Cela aurait pu être une personne, peut-être en état d'ivresse ou mentalement instable, mais il y avait aussi cette possibilité troublante que ce soit quelque chose de bien moins explicable, quelque chose comme un Wendigo. Where's that coming from? Where's that coming from? Where's that coming from? Get my keys. Get my keys. Get my keys. Bien que les hurlements s'aient continué tout au long de l'enregistrement, leur origine n'a jamais été identifiée. Puis, sans aucune explication, la vidéo s'est brusquement coupée. Écran noir. Aucun avertissement. Juste le silence. Ce qui a suivi fut une vague de peur et de spéculation déchaînée sur Internet. Le 8 mai 2025, cette vidéo de Chico and the Van a été mise en ligne, et elle ne ressemblait en rien à leur contenu habituel. Le couple derrière la chaîne partage généralement des moments de paix et de liberté liés au camping sauvage dans des zones reculées. Mais cette fois-ci, leur expérience a viré au cauchemar, et en plein jour. Après plusieurs jours passés à camper dans un coin isolé de la forêt, ils commençaient tout juste à se sentir installés. Leur van était garé dans une clairière tranquille, sans âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde. Jusqu'au week-end. C'est là que sont arrivés les Weekend Warriors, ceux qu'ils appellent les vaquiches, des groupes de campeurs qui débarquent tard, font la fête à fond et amènent souvent une énergie imprévisible. We've had many things happen to us. Boondocking in the forest. And I've told people that we've heard people screaming at night, like hurtling. We've looked out the window a few nights where just flashlights and, a crowd of people. It looks like they're searching for, I don't know what. You got cars pulling up on you in the middle of the night, and you don't know what they're doing coming in so late in a place like this. Même avec l'arrivée de quelques personnes supplémentaires, le couple se sentait en sécurité. Un camping-car était garé derrière eux, à environ 40 mètres. Ils semblaient bien équipés et, au départ, rien n'avait l'air suspect. Mais la vie en van apprend à ne jamais ignorer son instinct. Et très vite, tout a basculé. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café à l'intérieur du van, ils ont entendu un homme hurler dehors. Non, Roger. De manière incohérente, il ne faisait pas que crier, il débordait de haine, proférant des insultes raciales et des menaces de violence. Since we've started this van life journey, we look at things now through a spiritual lens. And we see demons out there. And a lot of the stories that I've said to people about what goes on out here, kind of just in one ear and out the other because I didn't get any footage. We were having our coffee this morning, and that new neighbor that pulled up did this.
what you're considering? Sa voix était remplie de fureur, avec une intensité telle qu'on aurait dit quelque chose sorti d'un exorcisme. Le couple était sous le choc. L'homme était dangereusement proche, juste hors de vue, mais suffisamment près pour l'entendre clairement. Et ils ne savaient pas s'il était armé. Ils n'ont pas ouvert la porte. Ils sont restés à l'intérieur, silencieux, immobiles, espérant ne pas attirer son attention. À un moment, l'homme a crié « Qui êtes-vous » Et il était impossible de savoir s'il les avait vus ou s'il criait simplement dans la forêt. Dans tous les cas, ils ont pris cela comme un avertissement. Ils devaient partir. Mais ranger un van, ce n'est pas instantané. Alors ils ont attendu. Now, how we handled it was we stayed in. I didn't want to be in eye shot of him. I didn't know if he was armed, but this man was angry, and you could hear the rage in his voice. We had to get out of there. But when you're camping, you have to pick your stuff up. You got to clean up and pack up. Luckily, while we were in the desert, I purged out a lot, so we don't have to deal with a lot of things, so we can just pick up and leave. And I waited till everything sounded quiet, and then I went out and started packing up. Lorsque le calme est enfin revenu, Chico est sorti et a commencé à ranger rapidement. L'homme était toujours dans les parages, et sa crise pouvait reprendre à tout moment. Chico s'est alors rendu compte qu'un autre vanlifer se trouvait à proximité, un homme noir. Étant donné les insultes racistes qu'ils avaient entendues, Chico a craint que cet homme ne soit pris à tort pour l'auteur des propos haineux. Malgré tout, ils ont réussi à tout charger, à garder leur sang-froid et à partir sans confrontation. Chico a ensuite expliqué à quel point il avait été troublé de croiser quelqu'un d'aussi rempli de rage, dans un endroit aussi reculé, où l'aide est loin et les voies de sortie limitées. Now, this dude was dropping N-bombs. And I happened to notice that there was a van lifer down the road from us who happened to be black. And I just hope that he didn't think that I was the one dropping N-bombs. We got out of there without any conflicts, no troubles. I think God was with us. When you guys plan on this boondocking stuff, use your intuition. Go with the gut. If the gut says go, just go. There's plenty of other spaces to go to, and that's what we did. Dans la vie en van, il n'y a souvent ni renfort, ni seconde chance, ni temps pour douter de son instinct. Si quelque chose te semble anormal, même sans explication claire, tu bouges. Tu n'attends pas. Tu n'espères pas que ça s'arrange. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Dis-le-moi en commentaire. En 2023, une voyageuse solo connue en ligne sous le nom de The Cat Lady Van a partagé ce qui allait devenir l'une de ses expériences les plus troublantes sur la route. Voyageuse aguerrie, elle documente régulièrement les hauts et les bas de la vie en van, qu'elle soit en milieu urbain ou en pleine nature. Avec le temps, elle s'était habituée aux petits inconforts qui accompagnent ce mode de vie. Mais rien dans son parcours ne l'avait préparée à ce qui allait se passer cette nuit-là. Elle s'était garée dans ce qui semblait être un endroit plutôt calme, bien situé en zone urbaine.
un lieu où quelques autres vannes et camping-cars étaient éparpillés à proximité. Le genre d'endroit qui semble sûr, ni trop fréquenté, ni trop isolé. Tout paraissait normal. Jusqu'aux premières heures du matin, lorsqu'un éclat soudain de bruit fort et agressif l'a tiré brutalement de son sommeil. Quelque chose, ou quelqu'un, se trouvait à l'extérieur du van. In the middle of the night, I woke up in the sound of several honk and a car that seems to drive all the time beside me. And I look up, and it was this pickup truck. This man was driving in front of my van, putting his high beam and blocking my exit out. Driving after that behind me, turning around, honking at me, and doing this for at least 10-15 minutes. And I don't know if I should move or stay here. Un pick-up, décrit plus tard comme blanc et large, était entré sur le parking et avait commencé à tourner autour de son van d'une manière immédiatement inquiétante. Les manœuvres du conducteur étaient erratiques, agressives et clairement intentionnelles. Il s'arrêtait juste devant elle, lui projetant les pleins phares en plein pare-brise, puis disparaissait pour revenir ensuite par l'arrière. Les coups de klaxon étaient secs, répétés et délibérément menaçants. Ce n'était pas un simple passant, elle était ciblée. Le plus troublant, c'est qu'il y avait plusieurs autres vannes et camping-cars garés à proximité, certains plus proches que le sien, et pourtant aucun d'eux n'était approché, klaxonné ou éclairé. Toute l'attention du pick-up était dirigée uniquement vers son van, comme si le conducteur savait exactement qui il cherchait, ou qu'il l'observait depuis longtemps, bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Pendant 10 à 15 longues minutes angoissantes, le scénario s'est répété. Chaque fois qu'elle envisageait de démarrer pour s'échapper, le pick-up surgissait pour lui bloquer la sortie. Ce n'était plus juste de l'intimidation, ça ressemblait à un piège. Au final, elle a pris la seule décision possible. Elle a fui. All right, I don't see the van anymore. The pickup truck, it's a white pickup truck, was turning behind my van and coming up and honking and just pointing their big lights into my van. There's another camper up the road. There's another camper here. It didn't bother them. So I don't know what was
the deal, but I'm just gonna move, guys. I know, guys, you cannot see me. And if I feel like I've been followed, I'm just gonna drive in front of a police station. We're gonna drive to a completely different town so we don't get arrested, we don't get bothered again later. Elle reprit ses esprits, fit ses bagages en silence, et s'éloigna dans l'obscurité, non seulement pour fuir, mais aussi pour s'assurer qu'on ne la suivait pas. Elle conduisit pendant près de 30 kilomètres jusqu'à une autre ville. Ce n'est qu'une fois garée près d'un poste de police qu'elle se sentit suffisamment en sécurité pour s'arrêter et se reposer. Heureusement, la situation ne s'est pas aggravée au-delà de l'intimidation. Mais le mal était fait, elle avait été ciblée, traquée, et s'était sentie chassée, alors même qu'elle se trouvait au cœur de la civilisation. Au petit matin, l'incident hantait encore son esprit. Est-ce que le conducteur avait reconnu son van via sa chaîne YouTube? Était-ce quelqu'un qui détestait simplement les van-lifers? Ou son van ressemblait-il à celui de quelqu'un d'autre, et elle aurait été confondue? Toutes ces hypothèses semblaient plausibles, mais aucune ne réconfortait. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait des situations inconfortables en ville, mais c'était, sans aucun doute, la plus directe et la plus menaçante. Elle avait souvent entendu des gens s'inquiéter des dangers de camper dans les bois ou dans des zones isolées. Pourtant, dans son expérience, ces lieux lui avaient toujours semblé plus sûrs. Mais cette nuit-là avait tout changé. Elle n'avait aucune intention de retourner sur le parking où tout s'était passé. Le risque n'en valait pas la peine, pas après l'impact émotionnel et psychologique que cela avait eu sur elle. Même si rien ne s'est produit physiquement, la peur de ce qui aurait pu arriver était déjà plus que suffisante. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Croyez-vous que c'était une coïncidence ou quelque chose de plus inquiétant? Faites-le moi savoir. Dans ce qui pourrait bien être l'une des explorations en solo les plus troublantes de l'année, la youtubeuse indonésienne Debbie Pertenti est revenue à l'écran avec une visite glaçante de Hutan Pesugian, une forêt enveloppée de légendes locales et de folklore inquiétant. Inspirée par les précédentes explorations de Muskesit et Bongivon, qui y avaient tous deux vécu des expériences étranges, Debbie a décidé d'y passer une nuit entière. Son plan était simple: suspendre son hamac, cuisiner un repas léger et documenter tout ce qui se présenterait à elle. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu, et ce qui avait commencé comme une aventure prudente allait rapidement la bouleverser. Même son arrivée semblait être un mauvais présage. Après s'être perdue dans la forêt dense, elle finit par trouver le repère qu'elle cherchait, un sac blanc attaché à un arbre, un symbole que certains prennent pour un pocong, le fantôme d'une âme piégée dans la mythologie indonésienne. Était-ce un simple repère ou un avertissement? Impossible à dire. Oke, teman-teman, ini saya berada di hutan pesugihan ya teman-teman, dimana saya nonton channelnya Mas Gesit dan Bang Ivan. Dan aduh, saya udah parno duluan ini. Saya nyampe sini kemalaman teman-teman, karena saya nanya-nanya sama Mas Gesit. Dan saya kayaknya, ini mau buka ini aja teman-teman, hammock. Malgré les avertissements répétés et un sentiment grandissant de malaise, Debbie a poursuivi sa route, finissant par trouver ce mystérieux repère fantomatique accroché à un arbre. Épuisée mais déterminée, elle a installé son camp juste en face. Quand la nuit est tombée,
elle a préparé un repas simple composé de riz et de soupe de légumes aigres, tentant de faire abstraction du bruissement constant et des pas lointains qui résonnèrent dans la forêt. Au début, elle s'est dit que c'était probablement des singes ou des animaux sauvages. Mais au fil des heures, les bruits ont changé, devenant plus étranges. Ce qui semblait être de la faune s'est mis à ressembler à des pleurs doux, ou à des voix faibles, chuchotées, flottant dans l'obscurité. Même blottie dans son hamac, bien serrée contre le froid, elle n'a pas réussi à dormir. Quoi que ce soit là dehors, cela semblait désormais beaucoup plus proche. Hal yang paling mengerikan di hutan adalah binatang, teman-teman. Vers 23 heures, la nuit a pris une tournure terrifiante. Debbie a été brutalement réveillée par un poids soudain et violent qui s'est écrasé sur son hamac, comme si quelque chose de lourd était tombé d'en haut. L'impact l'a projetée au sol. Surpris et visiblement secouée, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester exposée. Rassemblant rapidement ses affaires, elle a abandonné tout espoir de repos et a commencé à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. En marchant, Debbie récitait doucement des prières et des chants islamiques, une tentative évidente pour calmer ses nerfs. Sa lampe de poche tremblait dans sa main, projetant des faisceaux irréguliers sur les arbres, tandis que l'obscurité se refermait autour d'elle. Les images qu'elle a filmées montraient un sous-bois dense et emmêlé, des ombres fugitives et des bruits qu'elle ne pouvait pas expliquer. Puis, sans avertissement, la température a changé, passant d'une chaleur lourde et humide à un froid glacial. Dans le folklore local, ces changements soudains sont souvent considérés comme un signe de la présence de quelque chose, pas tout à fait humain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah ya teman-teman kalau misalnya eksplornya nggak lama, karena saya udah benar-benar takut. Bismillah. Ini sampai makanan saya aja saya gantung ini di tas teman-teman karena belum sempat bersihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saha. Ih, kayak ada yang ngikutin. Siapa? Ce qui suivit fut une descente progressive dans la peur. Chaque pas de Debbie était accompagné par la sensation grandissante qu'elle n'était pas seule, comme si quelque chose d'invisible la suivait à portée de main. Des branches craquaient tout près. Des voix lointaines résonnaient faiblement entre les arbres, s'appelant comme des chuchotements venus d'un autre monde. La forêt, déjà chargée de mythes, semblait désormais vivante de la pire des façons. Le stress commença à se voir. À plusieurs reprises, Debbie semblait sur le point de pleurer. Elle se souvenait que même Muskesit et Bangivon, deux explorateurs expérimentés qui avaient affronté cette forêt ensemble, ils avaient qualifié la peur d'extraordinaire. Et elle la vivait seule. Finalement, elle prit la décision de mettre fin à l'exploration. Son point de rupture arriva après avoir entendu ce qu'elle décrivit comme des « suara setan », des voix fantomatiques s'appelant à travers l'obscurité. Avec sa lampe de poche vacillante et l'adrénaline qui montait, elle commença sa retraite à travers la forêt,
le souffle court et la voix tremblante. Encore et encore, elle pria à voix haute, suppliant que rien ne la suive chez elle. Coba ya kita lihat ya. Aduh. Tuh, ada batang pohon nih. Jangan ada yang ikut. Jangan ada yang ikut. Saya mau pulang. Tolong. Udah. Jangan ada yang ikut. Tolong. Aduh, ya Allah. Saya udah bener-bener gak fokus nih jalan nih. De retour à l'abri près de la lisière de la forêt, Debbie put enfin souffler. Secouée mais en sécurité, elle choisit de passer le reste de la nuit à l'intérieur. Le poids de ce qu'elle venait de vivre se lisait sur son visage. Dans ses dernières paroles adressées à la caméra, elle remercia doucement ses spectateurs, avouant que les mots lui manquaient. Ce qui devait être un test personnel de courage s'était transformé en l'une des nuits les plus troublantes de sa vie. Ce qui rendait la vidéo si marquante n'était pas un montage dramatique, ni des réactions exagérées. C'était la peur silencieuse et sans filtre de Debbie, un passage progressif de la confiance prudente à une vulnérabilité brute, qui résonnait vraiment. Son calme, même dans sa plus grande peur, donnait du crédit aux histoires racontées depuis longtemps sur Utan Pesugihan. Il ne s'agissait pas seulement de fantômes ou de folklore. C'était une atmosphère si chargée, si lourde de terreur, qu'elle brouillait la frontière entre la légende et l'expérience vécue. Et pour Debbie, comme pour tous ceux qui regardaient, cette nuit dans la forêt est devenue un rappel glaçant que parfois, les histoires sont enracinées dans quelque chose de très réel. Oke, teman-teman. Luar biasa banget, dan ini saya udah lagi jalan untuk ke warung, teman-teman. Kayaknya saya mau tidur di warung aja, teman-teman. Karena udah bener-bener nggak sanggup banget. Luar biasa terornya. Ya udah, ketemu saya pada saat di warung ya, teman-teman. Biar saya fokus jalannya, biar bisa cepet. Oke, mantap. Oke, teman-teman, alhamdulillah saya udah di warung dan kayaknya saya mau lanjut tidur di sini aja, teman-teman. Udah, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, teman-teman. Terima kasih banyak supportnya, selalu nungguin video saya, teman-teman, dan semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, saya tutup video ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Au final, ce qui hante le plus, ce n'est pas seulement la peur des esprits, c'est le poids d'un lieu où le mythe et la réalité semblent se mêler. La nuit de Debbie à Utan Pesugihan est devenue bien plus qu'une simple vidéo. Pour beaucoup, elle a ressemblé à un avertissement silencieux. Certains endroits ne veulent pas être trouvés. Et toutes les ombres ne méritent pas d'être poursuivies. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'elle a rencontré quelque chose de paranormal? Ou n'était-ce qu'un jeu de la forêt sur l'esprit? Dis-moi ce que tu en penses. La prochaine histoire glaçante de la soirée nous vient de Sydney, une vidéaste spécialisée dans les voyages et le lifestyle, connue pour ses aventures décalées. Elle emmène souvent son public à la découverte de villes oubliées, de trésors cachés, et parfois de lieux au passé hanté ou troublant. Nous sommes le 25 septembre 2024. Sydney, une voyageuse solo vivant à plein temps dans son SUV, part explorer l'arrière-pays du Missouri. Malgré un temps maussade, des routes incertaines et une forêt dense qui inspire un certain malaise, elle continue. Et sa persévérance finit par payer. Elle tombe sur un troupeau de chevaux sauvages, près d'un ancien terrain de camping abandonné. Une rencontre rare, presque magique. Mais à mesure que la nuit tombe, cette magie laisse place à autre chose.
une tension silencieuse commence à s'installer, et ce moment paisible commence à se désagréger. This all just looks really spooky. Okay, so basically the issue is that I was supposed to turn down that road down there, and there's a giant tree in front of it, and it looks really creepy and unkept. It's supposed to storm. I'm basically in a hurricane. I'm in like hurricane weather right now. And I have a feeling that if I stay this far deep in the woods, a bunch of branches are gonna fall and block me when I want to leave tomorrow. So I think I might just camp at the fire tower. I made it back to the fire tower. Alors que des vents puissants, semblables à ceux d'un ouragan, commencent à balayer la région, une atmosphère pesante s'abat sur les lieux. Sydney atteint enfin l'emplacement de camping qu'elle avait prévu. Mais dès son arrivée, quelque chose ne va pas. C'est trop isolé, trop silencieux. Avec la tempête qui s'intensifie et son instinct qui hurle de partir, elle prend sa décision. Il est temps de quitter les lieux. Cet endroit n'est pas sûr. Where's my Spam, bruh? Here's my rice. I'm making Spam. I've only had it one other time in my life. The only time I've had Spam was on a ski weekend with people from my college, and this girl made Spam. Well, this is only a tad creepy. I feel like I'm attracting all the bears. I'm actually really scared of the whole bear thing right now. I don't know what I was thinking. This was so smelly. I should not have made dinner. I actually am very freaked out. Putting my oven away, my stove away. This is just gonna be dirty in my car. I have this plate of food and I need to eat it, but I'm so scared. This is what I'm gonna do. I'm going to eat as much as I can, and I think I might move to a campsite like over there. Plus tard dans la soirée, elle prépare le dîner à la lumière de sa lampe torche, l'arôme riche et savoureux de la nourriture flottant dans l'air. Pendant un court instant, c'est réconfortant. Un petit bout de normalité au cœur de la nature sauvage. Mais elle se souvient alors des avis de mise en garde contre les ours affichés dans la région. Déjà troublée par la tempête et l'isolement du lieu, l'idée d'attirer des animaux sauvages avec l'odeur de son repas fait monter une nouvelle vague d'angoisse. Soudain, chaque bruit dehors semble plus net, chaque ombre plus menaçante. And just get up in the morning and leave early. I'm almost like about to shake. Well, if this video gets posted, it's because I'm alive. Good. I didn't realize how hungry I was. I don't know if I finished the story about the Spam, but the girl on the ski trip gave me Spam. And it was so good. I was like, what the heck? You might be like, why are you eating outside?
just don't want to make the rest of my car smell and like have an animal try to get in while I'm sleeping. I'm so scared, but I need to eat. Oh my god. Thank you, Dad. Thank you so much. I don't think I've ever needed spotlights more than tonight. I just realized one of the pieces of Spam fell on the ground after I put it on the plate, and I put it back on the plate so that nothing would eat it, so it wouldn't attract a bear. But I just realized I ate every single piece of Spam, so I ate the one that fell on the ground. That's so funny. Okay, I'm checking to see if there's even a place to like pull in. You're probably like, wow, that made such a difference in where you're camping before. Well, I don't know. I'm just spooked. I'm spooked. So moving my campsite, even if it is like just 50 yards, 30 yards, whatever, makes me feel a bit better. There are about 1 million bugs in here. The final leg of the journey is tomorrow. I'm going to Nashville. So this is what my map says. Heureusement, Sydney a passé la nuit sans qu'il ne se passe rien. Mais l'expérience l'a marqué. L'isolement, le silence inquiétant, et cette sensation constante que quelque chose pourrait surgir des bois obscurs à tout moment. Parfois, ce ne sont pas les inconnus, ni le surnaturel, qui rendent une nuit dangereuse. Parfois, c'est tout simplement la nature elle-même. Et quand on est seul, en pleine forêt, la chose la plus terrifiante qui s'y cache, c'est peut-être simplement son propre esprit. Cette vidéo a été partagée par Oma Manu, une chaîne YouTube indonésienne tenue par Mama, connue pour ses expéditions en camping solitaire dans certaines des forêts les plus étranges et hantées du pays. Ces vidéos mêlent souvent la sérénité de la nature à l'excitation de l'inconnu, et dans celle-ci les choses ont pris une tournure qu'ils n'avaient pas du tout anticipée. Nous sommes le 16 mai 2025. Mama arrive au bord d'une forêt depuis longtemps réputée pour être hantée. Profitant encore de la lumière du jour, il commence à s'enfoncer plus profondément, à la recherche de l'endroit idéal pour installer son campement. Malgré ce sentiment d'inconfort inévitable lorsqu'on passe la nuit seul dans un endroit pareil, Mama est enthousiaste. C'est pour cela qu'il vit. Tout se déroule comme prévu. Il trouve une belle clairière, monte son camp et alors que le soleil disparaît derrière les arbres, il allume un feu, prépare de quoi manger et s'installe tranquillement, entouré par les sons apaisants de la nature sauvage. Tout se déroule comme prévu. Il trouve une belle clairière, monte son camp, et alors que le soleil disparaît derrière les arbres, il allume un feu, prépare de quoi manger, et s'installe tranquillement, entouré par les sons apaisants de la nature sauvage. Mais alors que la nuit tombe complètement, quelque chose change dans l'atmosphère. Le vent semble se lever sans prévenir. Les bruits de la forêt s'estompent peu à peu, comme si toute forme de vie s'était figée. Mama, pourtant habitué à l'étrange, ressent cette fois un malaise qu'il ne parvient pas à expliquer. Et ce n'est que le début.
sûr, cela aurait pu être un animal quelconque. Mais selon Mama, ce qui a été capté par la caméra cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu en toutes ces années de camping en pleine nature. Et bien qu'il n'ait pas remarqué la silhouette étrange sur le moment, Mama n'a pas pu se défaire de ce malaise grandissant qui s'est installé au fil de la nuit. Mais ce n'était pas le seul moment troublant enregistré par ces caméras. Car plus tard, alors que Mama dormait profondément, des événements inexplicables ont commencé à se produire juste à l'extérieur de sa tente. Lorsque Mama a visionné les images le lendemain, un frisson glacé lui a parcouru le dos. Pendant qu'il dormait profondément, la caméra, elle, n'avait rien raté. Ce qu'il y a découvert était à la fois terrifiant et, étrangement, satisfaisant. Il était persuadé que la nuit s'était déroulée sans incident, mais désormais, il en était sûr. Il avait capté quelque chose de véritablement paranormal. Et vous, qu'en pensez-vous? Sa caméra a-t-elle simplement filmé un phénomène explicable, comme le vent? Ou bien Momo a-t-il été témoin de quelque chose de bien plus troublant? Quelque chose qui dépasse totalement l'entendement? À vous de juger. Le 21 juin 2021, la chaîne YouTube Paranormal Discovery a publié un nouvel épisode captivant de leur série en cours, consacré aux expéditions à la recherche du Bigfoot. Cette fois, l'équipe s'est aventurée au cœur des terres sauvages de Tangier, en Nouvelle-Écosse. Un lieu déjà marqué par de nombreux signalements d'observation de Bigfoot selon le Bigfoot Mapping Project. L'objectif était clair, explorer cette vaste région isolée dans l'espoir de documenter une activité potentiellement liée au Bigfoot. La vidéo commence alors que l'équipe s'enfonce davantage dans ce terrain montagneux. Peu à peu, ils quittent la civilisation derrière eux. À mesure que l'altitude augmente, le sentiment d'isolement grandit lui aussi. L'équipe remarque qu'être au cœur des chaînes de montagnes crée une atmosphère particulièrement menaçante. So I don't think I've ever talked about this before, but when you are in mountain ranges, not even just forests, I know forests are pretty creepy, but when you're in mountain ranges that like you're really up in the mountains, like where we are, it's a different type of scary. And plus you got like this huge forest that you're surrounded by in a mountain, so like it's kind of just like triple the amount of threats and the vibes, and it's just a lot. But we're gonna do it anyways. I've been here like a few times, 3 times maybe, but yeah, we've come here like every single time and had something happen, so I'm really curious to see like what will happen. Après un repérage rapide, ils retrouvent leur emplacement habituel, envahi par la végétation mais encore utilisable. Ils installent le campement sans tarder et fixent une bâche au-dessus d'eux, craignant que la pluie annoncée ne vienne compliquer leur plan. Une fois installés, ils commencent à préparer le dîner tout en évoquant l'importance de ce lieu. L'équipe revient sur une observation glaçante datant de 2019. Un témoin aurait aperçu une créature rouge-orangée, mesurant environ 2,5 à 2,7 mètres, marchant le long de la route voisine. Bien que réticent à parler publiquement, le témoin a décrit comment la créature s'était arrêtée, l'avait regardé droit dans les yeux, avant de disparaître dans la forêt.
On the Bigfoot mapping project, there was actually, I think, in the early 1900s, but then again, someone else said it was like pretty recent, the last 5 years. But the map had a Sasquatch encounter here. Someone actually encountered one and yeah, marked it down. So we went hunting for that in the winter time. But right now, we're coming back again so we can actually set up camp and look for one or it or whatever. Really sick. All right, guys. Well, we got the tarp up. Didn't film it because it was actually kind of coming down for a bit. Yeah, we wanted to just get it up so we can just have something we can be under at this point in time. So now that everything is good to go, I think the camping night starts. We're gonna get everything, the table, the cookers. I don't know about a bonfire, maybe. But for right now, we got the cookers and we're gonna make some food. Kiki, Alika, good girl. Okay. So this is the first time I've actually set up this tarp in this configuration. It looks pretty cool, not gonna lie. I've never done it before, but I kind of vibe it. Malgré l'isolement du lieu, l'ambiance est d'abord légère. L'équipe prépare le repas en plaisantant sur leur équipement, la cuisine, et leur chien Kiki qui les accompagne. À mesure que la nuit avance, le groupe se sépare pour explorer. L'enquêteur principal s'aventure seul dans la forêt sombre, lampe torche et caméra en main. Ce qui suit est une séquence de plus en plus tendue et terrifiante. Des bruits étranges de branches cassées résonnent de plusieurs directions, des branches craquent tout près, des pas s'approchent depuis l'obscurité. Des gémissements, que l'équipe peine à attribuer à un animal connu, emplissent l'air. À un moment donné, l'enquêteur sent une touche physique dans son dos, ce qui le plonge dans une crise de panique totale. La caméra capte sa respiration lourde alors qu'il lutte pour se calmer et poursuivre l'investigation. Okay. Hello? I'm hearing footsteps in the bushes, man, like on both sides. This side and then on this side. I'm trying to rationalize like as if it's like a bear or maybe a deer or something. Yeah. What the f is that sound? Like, what was that sound? I don't know if I should go further, guys. Like, that actually is, like, I don't think it's safe. I think whatever's here found us. Like a creature or like a spirit or cryptid, something. Whatever is here found us. Are you a Bigfoot? Oh my God. I actually can't even breathe right now. I'm having a panic attack. I'm having a damn panic attack. Okay. Même après avoir rejoint le groupe, les phénomènes inquiétants se poursuivent. L'appareil Spirit Talker émet de façon étrange le mot « va chercher » ainsi que d'autres phrases aléatoires mais troublantes. À mesure que la pluie s'intensifie, le sentiment étrange qu'une présence invisible rôde autour du campement devient de plus en plus oppressant. L'enquêteur exprime une inquiétude croissante. Bien qu'il ne puisse pas affirmer avoir vu Bigfoot, les sons étranges et les événements vécus ne correspondent en rien à une activité animale ordinaire. Lui et Angelo, son coéquipier, décrivent avoir entendu des gémissements dérangeants qu'aucun des deux ne parvient à identifier avec certitude. Good? Yeah. What happened? Just some weird sounds, really. Yeah, I also heard some weird sounds. Hey, baby. Hey. Yeah, like unhuman type of sounds. It was Like moaning? like something in distress. Oh. Like I heard some really weird like moaning Oh. that I've legit like never heard before. Yeah, that was weird. It was, Yeah. something's like dying or something in there. I know, right? Or there's like a Bigfoot literally so close to us. Maybe. Anyways.
Say no. Say no? Say no to what? Alright, Kiki, come please. Weird. False. Fetch. It literally just said fetch. Okay, wait. I swear I just heard like something just got thrown. It just said hunt. Yeah. Are we being hunted by something? Leur conversation dérive alors vers l'idée que le Bigfoot, s'il existe, pourrait ne pas être une créature purement physique. Ils débattent de plusieurs théories, êtres interdimensionnels, esprits d'animaux encore inconnus, ou encore l'idée que bon nombre de ces apparitions se produisent à la limite de notre compréhension scientifique. L'aspect reculé de la Nouvelle-Écosse, dont plus de 60% du territoire est couvert de nature sauvage, ne fait que renforcer la possibilité qu'une chose inexpliquée puisse habiter au plus profond de ces forêts. L'enquête se termine lorsque l'équipe décide de partir plus tôt que prévu, épuisée et perturbée par les événements de la nuit. La pluie battante, l'équipement trempé et la tension persistante liée à ce qu'ils ont vécu contribuent à leur décision. L'enquêteur principal avoue se sentir dépassé, incapable de réfléchir clairement après ce qu'il vient de traverser. All right, family, we are off. It's wet, it's late, it's just disgusting out. We packed up, keys in the back, ready to go. And at this point, I have like a sore throat. I have like a mild headache. I'm lightheaded. I think it was just like the weather today and just everything. And yeah, all hit me at once. But hey, we made it through on another adventure and out in the middle of nowhere in a mountain range. And yeah, it was still dope nonetheless. And as far as everything went with the encounter back there, I don't know. I'm not claiming that it is a Bigfoot. I'm not claiming that it's anything cryptid-like, but it was really damn weird. It was weird how like the sounds, like just the way they sounded actually was just like, oh, I don't know. Bien qu'aucune preuve visuelle directe n'ait été recueillie, cette expérience ajoute un nouveau chapitre intense à leur quête continue du Bigfoot. La vidéo se conclut par un rappel aux spectateurs. Ne tentez jamais ce genre d'exploration par vous-même, tant les événements vécus cette nuit-là étaient réellement troublants. Alors, que penser de cette rencontre? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Jenna Alexis, une campeuse solo connue pour ses aventures en pleine nature, entame cette expédition au cœur des régions reculées de Crownland. Bien qu'elle soit habituée aux techniques de survie, ce voyage allait rapidement passer d'une escapade paisible à une expérience bien plus troublante. Au début, tout semble calme et maîtrisé. Elle est dans son élément, traversant une rivière étroite en équilibre sur des troncs d'arbres tombés, repérant du bois sec encore debout à récolter. Ses gestes sont précis, presque méditatifs, alors qu'elle coupe et transporte les bûches jusqu'au campement, ramassant au passage des morceaux de fatwood, bois gras, pour allumer son feu. Mais si la routine lui est familière, les bois qui l'entourent, eux, ne le sont pas du tout. This guy. I don't know how I didn't see that when I was walking in, but I'm going to cut this down. These standing dead trees in your camp are called widowmakers because they can squish you in the middle of the night should they fall or should a gust of wind blow them over. It is a dead tree. I'm not harming any of the living trees around here. So we're going to be taking that down for safety and for firewood. I cut a notch in my tree facing that way because I want it to fall that way, but it has a bit of a lean that way. So I'm going to stay on the side. So either way it decides to fall, I'm going to get out of the way really fast, but I'm hoping I can get it to go in that gap over there. That was sick. Falling trees can obviously be very dangerous, and for that reason I don't like to go against the laws of gravity, but there were some trees on the other side that were alive that I didn't want to hit and have the tree land on, and it worked. I'm learning things. À mesure que Jenna installe son campement, chaque geste reflète sa grande maîtrise de la survie en milieu sauvage. Elle choisit avec soin un arbre assez haut pour y suspendre son sac de nourriture,
une précaution essentielle en territoire de grizzly. Son abri est simple mais solide, une bâche tendue entre deux arbres, fixée avec de la paracorde et des piquets, installée bas sur le sol pour plus de discrétion et d'efficacité. Même le bois de feu est ramassé avec méthode. Elle évite les arbres vivants et ne prend que ce qui est sec et déjà mort. Son installation est modeste mais réfléchie, un abri de fortune qui témoigne de son expérience et de sa préférence pour la fonctionnalité plutôt que l'esthétique. Mais ce rythme tranquille ne dure pas. Le premier signe de malaise apparaît tôt dans la journée, lorsqu'un SUV blanc s'arrête non loin de l'endroit où est garé son véhicule. Un homme en descend et commence à s'approcher de son campement. Il explique qu'il cherche quelque chose qu'il aurait laissé lors d'un précédent séjour avec sa petite amie. Goodbye to the campsite that once almost was. I don't think I left anything. Okay. Barely got everything in my bag because I didn't fold everything properly. I'm just trying to get out of here. I have half my stuff in my food bag. It's gonna be okay. He's not here right now. This is where he pulled out to. And he literally took a look at me and turned around and pulled out. But I know it was the same car. It was like a white SUV with a bag over the back of his window. And he turned around and I saw that same bag. So yeah, I'm fucking out of here. Even if that guy didn't mean any harm and he was just trying to camp here, I don't like when somebody knows where I'm camping when I'm by myself. I want to be hidden and unseen, and I don't want some man to know that I'm alone in the woods. Bien que sa demande semble inoffensive à la surface, Jenna ressent immédiatement un sentiment de malaise. Fait confiance à son instinct, elle choisit de rester à l'intérieur de sa camionnette, évitant le risque de lui montrer où elle prévoit d'installer le camp. Mais le temps passe et l'homme s'attarde dans les bois beaucoup plus longtemps que prévu, assez longtemps pour que sa préoccupation se développe. Évidemment, la prudence cède la place à une enquête silencieuse. Elle se dirige vers son SUV, prenant des notes mentales alors qu'elle étudie le véhicule. Les fenêtres sont fortement teintées et un sac couvre une partie de la vitre arrière, ce qui rend impossible de savoir si quelqu'un pourrait se cacher à l'intérieur. Elle fait un tour du véhicule, à la recherche de signes qu'il n'est pas seul ou que quelque chose ne s'additionne pas. Avant de remonter, elle met en mémoire le numéro de la plaque d'immatriculation. Un petit acte qui en dit long sur la tension dans l'air. Just to explain what just happened there. This morning I got here pretty early and I pulled out to the spot that I thought was going to be my spot for the night, and I was getting my backpack, getting ready to leave the car when this white SUV pulled up and this guy walked out, and he walked up to my campsite, or where my car was parked, and he was like, "Hey, me and my girlfriend were here this morning and I left something, I'm just going to go look for it." And I was like, "Yeah, sure, whatever." But I wanted to wait inside the van until he got back out of the woods and left so that I knew he wasn't still out there and that he wouldn't know where I was going to hike to. So I was waiting in the car for a while, and it started to get suspicious that he was out in the woods for that long. And so I walked up to his car, first of all to get the license plate, but also to see if his girlfriend was actually in there. But the windows were heavily tinted to the point that I couldn't even see in. But I walked up and around the car, so I would assume if the girlfriend was in there, she would have saw me and been "Hey, what's up?" You know what I mean? So I walked around the car, I couldn't see if there was someone inside. I got the license plate and I went back to my car, and I just got a bad feeling from that. Bien que Jenna fasse de son mieux pour oublier cette rencontre et retrouver la sérénité de la nature, la tension persiste. Elle reprend ses tâches de campement, fendre du bois, organiser son matériel, préparer la nuit. Mais quelque chose a changé. Ses gestes sont plus mesurés, son regard plus attentif. Il est clair que la présence de cet homme l'a troublée. Il sait maintenant qu'elle est ici, seule, loin de toute aide, totalement vulnérable. Le véritable tournant survient plus tard dans la soirée. Alors qu'elle retourne vers son abri, son cœur se serre. Là, juste derrière les arbres, elle aperçoit ce qui ressemble sans aucun doute au même SUV blanc, la même silhouette, le même sac sombre suspendu à la vitre arrière, le même modèle, la même couleur. Cette fois, le véhicule ne reste pas longtemps,
juste assez pour être vu, avant de faire demi-tour et de s'éloigner. Aucune conversation, aucune confrontation, mais le message est on ne peut plus clair. And then the rest of the day went fine. The sky was beautiful. The weather was great. I was having a great time out there. Got a lot done. And then like 4 p.m. rolls around and I see that same car. I know it was the same car because when I looked at the license plate, I saw his back window was gone and he just had like a garbage bag over it. And I saw a white SUV pull up in the distance and then I saw it like stop where I'm pretty sure he saw me, and then he turned around and left, and as he was leaving I saw that like garbage bag on the back. I was very uneasy, like why did I see that man twice? Why did I never see his girlfriend that he mentioned? Why was he driving around a bunch of different campsites all day? I also don't like the vibe I got from him in the first place, and I just needed to get out of here. But that does really bother me because it sucks that I can't just come out here and have a good time. Like I have to be worried about some creepy man wandering around at night. I like being a girl. Don't get me wrong, I love being a woman, I love femininity, but there are times in life I wish I was a man so that I didn't have to feel this type of way. Like, I already get nervous and kind of scared every time I come out and camp alone, but I usually just work through it because usually it's all in my head. Usually I just have to be strong and be brave and like work through those nerves and that fear. Qu'il ait réellement suivi Jenna ou qu'il soit simplement passé là par hasard reste incertain. Mais pour elle, le message est limpide. Son intimité a été violée et elle ne peut plus justifier de rester sur place pour la nuit. Ce qui avait commencé comme une paisible nuit en solo dans la nature se transforme en un repli précipité. Elle rassemble rapidement ses affaires, avouant ne même pas avoir pris le temps de bien tout ranger, et se dirige droit vers son van. Sa priorité n'est plus le confort ni l'accomplissement de son séjour. C'est de partir en sécurité. Alors qu'elle s'éloigne en voiture, elle insiste sur l'importance d'être prudente lorsqu'on campe seul, surtout en tant que femme. Et toi, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Dis-le-moi en commentaire. Le 29 octobre 2022, cette vidéo de camping en camion a été mise en ligne par le YouTuber Taylor Van Beek. Elle débute sur une ambiance détendue et conviviale, avec une énergie simple et familière. Son plan est d'utiliser le camion pour un ami qui quitte la ville, tout en profitant de l'occasion pour faire un peu de camping en camion avec son chien Lola et le chien de sa sœur, Parker. La vidéo est d'abord chaleureuse et optimiste, avec le genre de contenu en plein air que ses abonnés apprécient. Le cadre se situe en banlieue de Jacksonville, en Floride. Même si ce n'est pas une forêt isolée ou un désert, camper en camion dans un quartier urbain comporte tout de même son lot d'imprévus. Alright guys, so me and Lola Pup are heading to old downtown Jacksonville. We're gonna go ahead and do some truck camping. I've got a buddy that's actually leaving town. He asked me to house sit, so I'm gonna go ahead, head that way. First, I gotta go grab my sister's dog because old Grandpa Taylor here's gotta pick up cousin Parker because she's also going out of town. The puppies are gonna have some play dates. I know you guys are gonna ask this question, how do you go into grocery stores in Florida with a puppy and it's hot? Well, what you gotta do is have 2 sets of keys. So I'm just gonna go ahead, lock the truck, leave the truck running, have the AC rolling, and my baby girl is gonna be nice and cool. So we just made it to my buddy's crib. We've got whole little Parker buddy here. That's actually, whoa, Lola's cousin, so it's my sister's pup. And then we have got, where you at, Lola? She's over here exploring. Après avoir récupéré les 2 chiens, Taylor arrive chez son ami, s'occupe des animaux et prépare un dîner simple à base de tacos dans le camion. Il nourrit Lola, puis se détend pour la nuit à l'intérieur du véhicule. Cette expérience ne parle pas de la nature sauvage, mais de la dure imprévisibilité du danger urbain pendant ce qui aurait dû être une nuit calme. Vers 2 heures du matin, Taylor est soudainement réveillé par le bruit net et proche de coups de feu juste devant son camion. La violence et la proximité des tirs le poussent à abandonner immédiatement le véhicule et à se réfugier dans la maison où les chiens dormaient. We are hitting the sheets. I will see y'all in the morning. Good night. I don't know what the heck's going on, but I think I just heard some gunshots right outside my truck.
I'm gonna go ahead and get in the house because I'm kind of freaked out right now. Oh. It's 2 o'clock in the morning right now. We just heard some gunshots go off. I don't know what the heck's going on. And I have not seen any cops show up, so I don't know if those were actually gunshots that went off, but I think we're gonna go ahead and just fall asleep on the couch inside this house, and I will see you guys in the morning. Le moment est saisissant, non pas à cause d'une dramatisation excessive, mais en raison du basculement soudain d'une ambiance légère à une situation menaçante. Taylor ne s'attarde pas sur sa peur à l'instant même, mais sa décision de quitter le camion pour se réfugier dans la maison en dit long. L'absence totale de réaction policière immédiate ne fait qu'ajouter à la tension. Quelques heures plus tard, Taylor reçoit un message de son ami, le propriétaire de la maison, lui demandant si tout va bien. En fait, les bruits forts ont déclenché une alerte sur les caméras de sécurité Ring installées autour de la propriété. En visionnant les images, les coups de feu sont clairement confirmés. Le son était réel, et la source très proche. La vidéo montre que les tirs venaient apparemment de la rue, juste devant la maison. Pourtant, cette nuit-là, aucun service d'urgence n'est intervenu et aucune suite n'a été donnée. So I just got a text from my buddy, the one that I'm house sitting for. He was asking if I was alright. I guess he got an alert. I forgot. He's got Ring cameras. Another one right there. I guess he got an alert because a loud noise went off and we looked back at the footage. There were gunshots that went off. Some footage that came from that general vicinity. It's crazy. According to that Ring footage, the cops never showed up, which is nuts. I think it's safe to say I will never house sit from a buddy again. A little too sketchy. En l'absence de toute réponse officielle, l'incident prend des allures de cauchemar personnel dont aucune autorité ne reconnaît l'existence. Il y a un poids psychologique à savoir qu'un danger réel s'est produit tout près et qu'il a été totalement ignoré. Le lendemain matin, Taylor remballe ses affaires et s'en va. Il note avec légèreté qu'il ne gardera probablement plus jamais la maison de cet ami. Il est clair que ce quartier lui semble désormais entaché par ce risque soudain, un risque auquel il n'est pas prêt à s'exposer de nouveau. Au final, cette expérience rappelle qu'aucune préparation, ni aucune familiarité avec un lieu, ne peut garantir la sécurité quand l'imprévisible entre en jeu. Cassie et Bradley forment un couple qui vit la van life et documente son voyage autour du monde. Mais cette nuit-là, leur paisible aventure a bien failli basculer. So just when I thought this vlog would be pretty drama-free, we have our gas system has cut out. We thought, oh, maybe we ran out of gas, but we haven't. So it means it's not lighting. None of the gas is working. We're back in the cold, so we actually need the gas. Not only that, we drove into a tire stop, Integra Tire, they're called, to what are we doing? Fill up the gas, and then turns out we have a flat tire, which is convenient because we're at a tire shop, but they're closed for the day. So they said we can park overnight here on the premises, and they'll fix it in the morning. Après avoir découvert qu'un pneu était crevé, ils décident de passer la nuit garés à côté d'un garage de pneus fermé. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à minuit. Ils sont brutalement réveillés par quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte de leur van. So we literally just had someone, I don't know what time it is. It's like midnight. It's midnight, and someone tried to open the van door. Obviously, we're in the middle of nowhere in the Yukon.
But yeah, they tried to open it, so There's other RVs like next to us. Yeah. There's a massive RV next to us. Brad jumped in the front literally, and we just started like driving away. Yeah, don't know where the fucker went. Wow. Yeah, so there's like another car sitting, like we were sitting parked up top, and there's another car, and this is actually right outside the campsite, sitting there with the lights on, and I'm pretty certain that like they're together, because I guess the plan would have been to open up the door, take whatever there was. My camera was there, stupid I know, but we are in the middle of nowhere, so. Well, we're kind of like we're parked next to another RV. Well, we're parked next to an RV. The road from 2 trucks, which are then next to a full campsite. Yeah. So we're not, we're not being stupid. We're not parked up in the middle of. Oh yeah, we're not like in the middle, yeah, of nowhere, as in like, yeah, we are surrounded by other vehicles, but yeah, and I think the plan would have been to take it and then jump in that car that's currently got its lights on sitting there and drive off, because we drove up to that car and the guy made eye contact with Brad but looked away, so you know we were gonna sitting there on his phone. Why would he be sitting there on his phone? He's got the engine running. Ready to go. Like, it's clearly, why else? It's 12 o'clock at night. Why else would he be sitting there ready to go? You know what I mean? So his friend is hiding somewhere, because we're watching the bushes. So there's bushes like right next to where we were parked. So he kind of ran away down the hill. We would have seen it. So the only theory is he's still in there. So Brad's on the lookout to watch and see him. Wow, yeah. So I'll update you if Matey Boy tries to make a run for it across the road. First dark night we've had in a while as well. Yeah, I know. Ominous. Dans un réflexe rapide, Kazi saisit sa caméra pendant que Bradley bondit sur le siège conducteur et démarre en trombe. Un peu plus loin, une voiture est stationnée, moteur tournant, les phares braqués sur eux. Kazi en est certaine. La personne à l'intérieur s'apprêtait à forcer l'entrée du van et à tout dérober. Alright, so it's the morning after. I thought I'd show you where we were parked. Up here. We were up here, and there was, like, over here, and there was an RV beside us here, and this is like, this was filled with lorries or trucks. Yeah. And there's a campground right there. So, you know, people were around. Yeah, we're all good. I guess lesson learned. But actually slept pretty well considering. I don't know about you, but I can't go over it. Yeah. It's pretty tired. Yeah. All the excitement, got me sleeping. The only thing was, yeah, the mosquitoes got in. But anyway, yeah, so that was a bit of drama, and now we're doing the very long drive on our way to Vancouver. Bien qu'ils aient poursuivi leur route jusqu'à Vancouver, l'expérience les a profondément marqués. Un rappel glaçant. Derrière les apparences de liberté, la van life expose aussi à de réels dangers. Dans sa toute dernière vidéo, la youtubeuse Tiny Nomad raconte une expérience qui avait commencé comme une escapade paisible, mais qui a rapidement pris une tournure inattendue et tendue. Célèbre pour ses road trips en solo à travers les États-Unis à bord de son 4Runner, elle était en route pour l'Alaska. Mais à la suite de problèmes mécaniques, elle a dû interrompre ses plans et attendre des pièces de rechange dans l'État de Washington. Avec quelques jours devant elle, elle a vu cela comme l'occasion idéale de se ressourcer, mentalement et physiquement, après avoir parcouru 3000 miles en seulement une semaine. C'était aussi un rare moment pour s'éloigner de la vie confinée dans son véhicule. Entouré d'une verdure éclatante et bercé par la tranquillité de la nature,
Elle décrit le décor comme tout droit sorti d'un conte de fées. Pendant sa route vers l'État de Washington, elle se surprend à regretter de ne pas avoir acheté plus tôt un certain accessoire pour son véhicule. Après 2 tentatives de livraison ratées en Virginie, elle avait fini par abandonner l'idée, mais consciente qu'il serait bien plus facile de gérer une panne dans les États du Sud que dans la nature isolée de l'Alaska, elle décide de tenter une dernière fois sa chance. La pièce enfin en route, elle dispose maintenant de 5 jours pour se poser avant de reprendre la route. So you're probably wondering why I'm here right now and not on the road to Alaska. Well, on my journey to Washington, the first half of my trip, somewhere about halfway, I started to really wish I had a couple things for my 4Runner that I tried to order these things in Virginia, and one of the items, it got delivered broken 2 times, twice. And the second time, it took me a really long time to get a refund for this item, so I got discouraged and I just never ordered it. I never ordered a third one, and I was like, I'll be fine, who cares, like I don't need that thing. And then on my trip, I started to really wish I had that thing. It's just a small thing, nothing crazy, but I decided I would try to order it one more time. Plutôt que de passer ces quelques jours à l'intérieur de sa voiture, elle décide de louer une petite cabane isolée, nichée au cœur des bois. Son plan était simple, se détendre, profiter d'un vrai lit pendant quelques nuits, manger des repas nourrissants et recharger son esprit avant de reprendre la route. En savourant une nourriture fraîche et pleine de saveurs, elle ressent que c'est exactement ce dont son corps épuisé avait besoin, après avoir survécu si longtemps à base de fast-food. Quand la nuit tombe, elle se glisse dans son lit avec un livre, envahie par un profond sentiment de paix, jusqu'à ce que cette paix vole soudainement en éclats. Environ une demi-heure après avoir commencé sa lecture, un coup violent résonne à l'arrière de la cabane. Le cœur battant, elle se redresse d'un bond et jette un œil par la fenêtre, s'attendant à apercevoir un ours. Mais dehors, aucune créature en vue. Et pourtant, ce bruit a suffi à la glacer jusqu'aux os. Well, I've been laying in bed reading for like half an hour. And I just heard this like loud knock. It came from the back of my cabin. And it scared me to the point I immediately jumped up and started looking all around the windows to see if I could like see an animal. I was like looking for maybe a bear, because there is bear around here, but I couldn't see anything. I mean, I can only see out the front of my cabin, but I'm just feeling like weird and like on edge now, especially since to get to like the kitchen in my car, I have to like, it's like a trek. I mean, when I say a trek, it's about a 5-minute walk outside my cabin, but I have to completely walk through the woods. Like I can't see my vehicle from here. Oh God. Ce qui a rendu la situation encore plus troublante, c'est le sentiment étrange qu'elle a eu vis-à-vis de la cabane elle-même. Dès son arrivée, elle avait remarqué une caméra de surveillance fixée sur le porche. Selon le livret d'accueil, la caméra était censée être inactive, mais sa seule présence la mettait mal à l'aise. Elle avait l'air vieille et abandonnée, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle n'avait pas simplement été retirée si elle n'était plus utilisée. Son malaise grandit lorsqu'elle découvre que la douche de la cabane se trouve à l'extérieur, juste à côté du porche, entièrement exposée, sans rideau ni aucune forme de protection. Bien que la propriété soit techniquement privée, les maisons voisines sont assez proches pour qu'on puisse les apercevoir. Ce manque total d'intimité ne fait qu'amplifier son anxiété. Elle avait réservé cette cabane dans l'espoir de se détendre et de trouver un peu de sérénité. Mais au lieu de cela, elle s'est sentie plus tendue et mal à l'aise que durant tout le reste de son long road trip.
I mean, I don't know. The camera definitely looks like it hasn't been used in a very long time, but it's like, why wouldn't they just take it off? Why is it there? It just adds to the creepiness of this place, in my opinion. I don't like it. I also just discovered there's a shower here. So I was like, why do they have these towels right here? Like shower towels? And then when I walked outside, they have an outdoor shower that's completely open. Right there. But, I mean, it's completely open. You know, nothing covering you. Déterminée à ne pas laisser ses sensations inquiétantes gâcher son séjour, elle décide de tenir bon et passe la nuit, tant bien que mal. Le lendemain matin, elle se réveille en espérant repartir sur de meilleures bases. Même si elle profite de la beauté paisible de la nature environnante en pleine journée, cette étrange sensation de malaise persiste. Elle admet qu'elle s'était imaginé ces quelques jours comme une parenthèse sereine, en pleine nature, mais une fois installée, elle se rappelle qu'elle sera bientôt de retour sur la route, prête à reprendre son périple de Seattle jusqu'à Anchorage, en Alaska, un voyage qu'elle attendait avec impatience depuis longtemps.